Allez, j'espère que le son est pas trop mauvais, je le verrai à la fin. Bonjour, on va parler gestion technique du bâtiment, plutôt dans le sens des solutions techniques proposées par les différentes technologies. Ce qui est à disposition sur le marché, comment je les utilise moi. Je vais vous parler de la façon dont je travaille, dans le sens où je fuis les objets connectés, par contre, je m'accroche à l'idée que ça réduit le câblage. Toutes les technologies dont je vais parler sont interopérables. C'est-à-dire que peu importe que la technologie n'ait pas le même nom ni le même logo badgé dessus, peu importe la marque, on arrivera à les faire dialoguer, et ça, il est crucial de le mettre dès la conception du projet. Et parce que j'arrive souvent beaucoup trop tard après la conception, j'ai besoin de faire passer ce genre de message pour que vous sachiez ce qui est disponible et ce qui est possible. On va parler dans un premier temps des protocoles, justement, ceux qui sont connus pour être des technologies de gestion technique du bâtiment, qui ne sont pas forcément des objets connectés, qui convergent sur IP mais avec des passerelles. IP, si je vais déjà trop loin pour certains, c'est Internet Protocol. On va commencer par celui avec lequel j'ai mis le plus d'efforts à titre personnel à me former dessus, que j'installe le plus, que j'installe encore quasiment dans la moitié de mes chantiers, et qui surtout me sert de colonne vertébrale pour après aller sur d'autres protocoles, parce que je m'appuie dessus véritablement. C'est le protocole KNX. Ce protocole a l'avantage d'avoir un bus de terrain qui permet de capter énormément de données. Et des participants, donc des équipements, ce qu'on appellerait l'objet connecté, un détecteur de présence est un participant. Un actionneur qui puisse piloter une seule lampe ou 16 volets roulants ou une passerelle pour une clim, c'est un participant. KNX va avoir l'avantage de proposer dans sa version bus un câble unique qui permet d'interconnecter 64 appareils et monter jusqu'à 255 en ajoutant juste quelques répéteurs. Et évidemment, il est possible d'aller jusqu'à plus de 50 000 en jouant justement sur la façon dont on câble les répéteurs et dont on adresse les équipements. Cette façon de travailler, ce qu'on appelle la topologie, est très simple à gérer à travers le logiciel de configuration qui s'appelle ETS. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site internet de KNX, alors la boutique my.knx.org, de passer la formation gratuite eCampus, aussi bien sur la sécurité que le fonctionnement, et vous aurez une licence 20 participants gratuite. Et avec 20 participants, vous allez voir, on peut en faire. Avec les mêmes deux fils, vous allez pouvoir brancher une grande quantité de capteurs, ce qui va vous permettre de mutualiser le câblage. C'est-à-dire que vous n'avez ne serait-ce que 25 boutons poussoirs, ça fait quand même déjà 50 fils. Avec le système KNX, vous allez en tirer que 2 et ce sera dans un câble. Et un petit câble de communication qui fait 5 mm. Donc en termes de temps de câblage, c'est extrêmement réduit. Et surtout la variété de ce que vous allez brancher dessus et les capacités de ce que vous allez brancher dessus. Donc vous partez de votre tableau électrique avec seulement ce petit câble vert et vous allez brancher par exemple un détecteur de présence qui ne va pas se contenter d'allumer la lumière. Il va également vous transmettre la valeur de luminosité actuelle dans la pièce. Il va vous transmettre un objet présence, c'est-à-dire que vous pourrez décider d'utiliser cet objet de présence pour agir sur par exemple l'alarme. Le même détecteur de mouvement pourra peut-être embarquer une sonde de température. Ça veut dire qu'avec un seul appareil, je sais s'il y a une présence, je peux allumer l'éclairage, je connais la température de la pièce, avec un algorithme de thermostat, je vais pouvoir ajuster le chauffage de la pièce. D'ailleurs, certains détecteurs ont l'algorithme de thermostat intégré. J'ai déployé ça dans un hôtel, tous les locaux techniques ou dédiés au personnel fonctionnent sur un unique détecteur. En dehors des horaires d'utilisation normale, renvoie un objet d'alerte. Alors on n'est pas sur l'alarme anti-intrusion qui sonne, mais il y a vraiment une notification d'alerte, attention, une présence non désirée dans ce local. Quand il y a une présence, va allumer la lumière. Pour cet hôtel-là, c'était pas le cas dans toutes les pièces, mais s'il y a une source naturelle de lumière, une fenêtre, sans aucune intervention, c'est-à-dire que directement il parle à l'appareil qui est l'actionneur, il va lui envoyer une valeur de luminosité pour adapter sa puissance d'éclairage, de façon à pas surconsommer de l'énergie. Il fait grand soleil dehors, j'ai besoin de 40% de luminosité pour être à 500 lux sur mon poste de travail. Le détecteur le gère tout seul. Il envoie la valeur de la température, ce qui permet d'avoir un petit peu de data pour de la statistique. Il envoie la présence, donc le gestionnaire connaît le taux d'occupation de ses locaux. Le détecteur gère également lui-même le thermostat de chauffage ou de clim. Et le comble du truc, c'est que sur le détecteur, on avait également des entrées. Là, on a décidé de brancher un capteur d'ouverture de porte. Donc on a géré toutes les fonctions d'une pièce avec un seul appareil branché sur seulement 2 fils. Là j'ai été un peu loin en vous présentant le détecteur, je voulais pas y passer autant de temps parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Voilà un exemple extrêmement simple de ce que peut faire un appareil pour câbler sur KNX. C'est-à-dire qu'en plus de vous mettre des centaines d'appareils sur seulement 2 fils dans un petit câble, chaque appareil a des capacités de fou.
Par contre, il y a un défaut, c'est que quasiment tous les ordres partent du tableau. Ça veut dire que autant on va pouvoir câbler les capteurs, et les capteurs, un bouton poussoir c'est un capteur, hein. On peut câbler les capteurs sur 2 fils et simplifier le câblage, autant dès qu'on va commencer à piloter n'importe quoi, à commencer par l'éclairage et le chauffage, tout va partir du tableau électrique. Dans une petite maison, c'est acceptable. Dès qu'on attaque des grosses structures, avoir un modèle de câblage où on avait des énormes armoires dans un sous-sol et tout doit partir de là, c'est vite intenable par rapport à la quantité de câbles à mettre en œuvre. Avant, vous aviez un disjoncteur qui faisait votre départ lumière, ça partait, vous avez les 8 lampes de la chambre d'hôtel, c'est fini. Avec KNX, il faut carrément que les 8 fils partent du tableau. Donc là, il vaut mieux répartir des tableaux électriques un peu partout dans le bâtiment, ce pourquoi je suis assez favorable, y compris pour l'avantage des électriciens. C'est-à-dire que vous avez plus facile à tirer un gros câble de puissance que tirer 200 gaines. C'est beaucoup moins de travail, c'est beaucoup moins encombrant. Par contre, il faut effectivement que l'architecte veuille bien créer un local technique à différents étages, à différentes parties de bâtiment, et qu'il arrête de penser que tout doit être centralisé en un point. Que ce soit centralisé ou réparti, il y a quand même des moyens de passer outre. La réflexion étant de se dire, tous mes capteurs sont branchés sur 2 fils. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de brancher mes équipements sur 2 fils? La réponse est oui, et le premier protocole que je vais vous citer, que j'utilise exclusivement en complément d'une installation KNX, je n'utilise pas tout seul. Quand j'interviens, normalement, il y a une gestion technique du bâtiment qui est faite avec, je ne suis pas dans le cas de ceux qui vont l'installer tout seul. Et c'est tellement facile à utiliser sur une base KNX que je fais que ça. Ça s'appelle DALI. DALI vous permet, avec des passerelles au tableau qui font la valeur de 4 disjoncteurs en termes d'encombrement, enfin 4 disjoncteurs c'est pour les plus petites, je crois qu'il y en a un peu plus grosses chez certains fabricants, mais pas beaucoup plus grosses. Avec une petite passerelle comme ça, je peux commander jusqu'à 128 drivers. Driver, ça va être le transformateur qui va être au plus près, et il y en a certains qui, correctement dimensionnés, je peux commander une dizaine de spots à la fois. Ce système DALI fonctionne avec un bus. Vous avez 2 fils qui peuvent être mélangés avec le courant fort. Donc concrètement, depuis le tableau, le départ disjoncteur, on le fait avec un câble en 5G 1.5, un fil de phase, un fil de neutre, un fil de terre, et 2 fils qui vont parler directement au transformateur qui se trouve au plus près des lampes. Évidemment, vous êtes tenu de respecter la NFC 1500, c'est-à-dire que vous êtes limité par disjoncteur à 8 zones de 300 VA. Mais vous pouvez très bien vous retrouver avec 64 drivers qui sont répartis sur 10 disjoncteurs. Ce sera la même connectivité par rapport au bus. Et là, non seulement DALI vous permet de réduire l'encombrement au tableau, donc d'avoir un tableau moins gros. Admettons, vous bossez avec une passerelle de 64 drivers. Dessus, vous l'avez rempli aux 2 tiers, donc vous avez 40 drivers. Vous allez donc avoir 5 disjoncteurs éclairage, 5 câbles de 5G 1.5 qui vont partir de votre tableau électrique, alors que si vous aviez dû câbler ça sur un actionneur KNX, c'était pas une passerelle de 4 modules, mais déjà 2 actionneurs qui font 10 modules chacun, donc 20 modules, une rangée blindée, et 40 câbles, un câble pour chaque zone, puisqu'il faut à chaque fois piloter la phase. Réduction d'espace au tableau, réduction de câblage, réduction des ressources, parce que le cuivre aujourd'hui coûte un peu cher, donc si je peux avoir que 5 câbles au lieu de 40, c'est quand même intéressant, surtout en termes de temps de travail. Alors ça, par contre, les électriciens ils kiffent pas. Alors là, quand je dis aux électriciens, bah du coup tu vas vendre moins d'heures. Son boulot c'est quand même de vendre des heures. Il n'apprécie pas. L'architecte par contre lui il adore. Et surtout derrière la qualité que j'ai. On est sur de la commande d'éclairage pure et on est sur de la commande numérique. C'est-à-dire que je veux allumer une lampe à 1%, je peux. Et elle va vraiment s'allumer à 1% et pas scintiller comme avant avec un variateur à coupure de phase où en dessous de 10%, 5% on a des effets dégueulasses. Donc je peux vraiment allumer une lampe qui est gérée par du DALI à 1%. Je vais avoir de la remontée de défaut. Je vais savoir combien de temps a fonctionné ma lampe. Je peux savoir si ma lampe est foutue, si c'est mon driver qui est foutu, si j'ai un problème de tension sur le bus, si j'ai un problème de tension à l'alimentation. Et ça, je peux le remonter dans un système de supervision et l'envoyer à une équipe de maintenance. Également, aujourd'hui, on n'a plus le cas, mais pour ceux qui ont connu les grandes heures du relamping il y a 10 ans, où il s'agissait d'entrer dans des entrepôts et changer toutes les lampes pour de la LED. Il y en a quelques-uns qui ont essuyé les plâtres et qui se sont fait niquer parce que le courant d'appel des lampes est 10 fois supérieur à son courant de fonctionnement. Et on avait des problèmes alors qu'on avait mis moins de puissance, d'actionneurs. Vous avez un entrepôt avec une quantité de lampes, c'était un actionneur qui venait claquer. Les actionneurs restaient collés parce qu'il y avait trop d'intensité au démarrage. Avec DALI, il n'y a pas ce problème. L'allumage est progressif, l'allumage est électronique, numérique. Je n'ai plus besoin de contacteurs surdimensionnés pour piloter des lampes LED. Tu peux installer 200 projecteurs de 1000 watts dans un stade de foot, tu tires 2 fils. Enfin pour les 200 c'est un peu plus puisqu'il y avait déjà 4 passerelles. Ça va être également du multifonction, c'est-à-dire que il ne s'agit pas simplement d'allumer, éteindre, de compter et de faire varier en luminosité. On a aujourd'hui quasiment toutes les passerelles KNX DALI qui intègrent le tunable weight.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter la couleur. Pleine journée, je vais être plutôt à 5000 Kelvin, une lumière très blanche, similaire à celle que j'ai là. Et aux extrémités de la journée, je vais être plutôt sur du 3000, 2007, une lumière très jaune qui correspond au coucher, au lever du soleil. Forcément, si on se branche sur un actionneur de variation en KNX, on va simplement faire varier la valeur de luminosité, mais pas la couleur. Et on avait déjà ça en KNX avec ce qu'on appelait les Lumento de chez Zenio. Avec le driver adapté en DALI, bien entendu, on va pouvoir avoir des lampes qui changent de couleur. Le rouge, le vert, le bleu, le jaune, n'importe quelle couleur que vous souhaitez afficher avec un système DALI adapté, correctement dimensionné. La passerelle DALI qui gère la fonction, le driver à l'extrémité qui le gère, l'ampoule qui le gère, enfin la source lumineuse plutôt que parler d'ampoule. C'est très bien adapté pour du bâtiment. Ça va être moins adapté pour faire de la boîte de nuit. Un resto, un café, un hôtel qui veut avoir une salle où c'est un peu dynamique, on va plutôt passer sur un autre protocole qui s'appelle le DMX. Je vais en parler juste après. Une autre fonction du DALI, et je sais qu'il y en a une entre les deux qui m'a échappé, les blocs autonomes d'éclairage de secours. Certains d'entre vous connaissent le système SATI, qui permet de causer à tous les blocs. Sachez qu'il existe aussi des blocs autonomes d'éclairage de secours en DALI, ce qui va me permettre de faire également mes remontées de défaut, mes états de batterie de mes blocs autonomes d'éclairage de secours. Et ça, les hôtels et les tertiaires, ils aiment bien également. On en est qu'à 2 protocoles et je parle de faire remonter de la data. Mettez-vous ça dans un coin de la tête. La data, c'est la base, c'est-à-dire qu'on est sur des systèmes numériques. Si on n'a pas de la data pour automatiser la chose, pour prendre des décisions, pour créer ne serait-ce qu'un seuil de fonctionnement, ça marche pas. Voilà. Donc n'importe quelle action, même toucher un interrupteur, c'est une data. Il n'est pas indispensable de les archiver, par contre il faut faire attention à ce qu'elles deviennent dans la durée de vie du bâtiment. Donc je m'arrête là pour DALI. 2 fils pour 64 lampes. Il y a des passerelles de 4 modules, 4 disjoncteurs en largeur, qui permettent de piloter 2 fois 128 drivers. En termes d'encombrement, c'est génial. Le câblage est génial. La remontée de data est géniale. Je m'appuie systématiquement sur du KNX pour faire ça, ce qui me permet d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'avoir des capteurs. Alors évidemment, le détecteur que j'ai cité tout à l'heure existe en partie en DALI, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre un détecteur, mettre un bouton poussoir dans une pièce et agir sur les lampes. Je peux même récupérer l'état de ce bouton poussoir et les états de mon détecteur ainsi que la luminosité sur le bus et l'envoyer. Ça c'est les joies du DALI 2 sur le bus KNX, puis après sur un superviseur. Cependant, je n'ai pas les mêmes capacités qu'avec un participant KNX. Donc avoir un bus avec 2 fils qui part pour mes capteurs, un bus avec 2 fils qui part pour mes lampes, j'ai le meilleur des deux mondes. Je me régale. Je vous invite vraiment à réfléchir à ça dans vos projets. Vous n'êtes pas obligé de choisir KNX pour votre installation. Par contre, un DALI, aujourd'hui, un éclairage, ça doit être comme ça, quoi. Sauf si c'est un petit local avec juste des marches arrêt et que vous ne voulez pas grand-chose. Dès que vous attaquez un gros projet, mais putain, mais mettez du DALI, quoi. Il n'y a rien d'autre, quoi. Le KNX, ne pas l'étudier est une erreur, mais ne pas le mettre répond à votre cahier des charges. Si vous avez préféré autre chose, ok. DALI, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Enfin, il n'y a que ça. J'ai cité DMX. DMX, on va plutôt mettre ça pour avoir un éclairage très dynamique. Un éclairage qui change de couleur vite. Je vais avoir un canal pour la variation. Un canal pour le rouge, un canal pour le vert, un canal pour le bleu, pardon. Derrière, il y a d'autres fonctions, bien sûr, les mouvements, tilt, pan, zoom, différentes choses. Mais en tout cas, c'est des canaux de 0 à 255 sur lesquels on vient écrire une valeur. On peut tout faire agir depuis KNX, depuis un superviseur, avec des passerelles. Et en général, quand il y a une installation DMX, il est intéressant de pouvoir le faire, mais de façon simple. C'est-à-dire de pouvoir choisir d'éteindre tout ou de tout mettre en blanc. Par contre, à côté de ça, la façon dont ça va bien marcher, c'est vous prenez un professionnel du DMX qui va vous configurer un boîtier dans lequel il y a des scénarios DMX, et du niveau KNX, on va se contenter d'appeler des scènes. Typiquement, vous avez un restaurateur qui a une salle avec de l'éclairage dynamique pour la fête, qui, quand il a un DJ qui vient, le DJ se plug sur le DMX et il fait sa sauce, il gère l'éclairage. Au quotidien, le DMX gère l'éclairage en blanc, donc il a juste besoin d'un bouton marche arrêt et peut-être un bouton variation. D'ailleurs, le détecteur de tout à l'heure qui détecte la valeur de luminosité pourra agir sur la variation. Il va vouloir une ambiance plus feutrée le soir, il aura un bouton pour ça. Et pour toutes les fois où il va faire la fête sans appeler un DJ, il aura un boîtier qui aura été configuré préalablement, sur lequel il y aura juste un participant KNX, donc câblé sur un bus, qui va envoyer une valeur, je veux la scène numéro 8, et là c'est la fête. Et DMX, de la même façon que le DALI, que le KNX, c'est juste un câble avec 5 broches, ou 3, ça dépend du matériel qu'on a, qui va permettre de brancher tout. Alors ça peut être dans une salle, mais ça peut être aussi sur les façades, ça peut être dans un jardin. Là où DALI c'est de l'éclairage fonctionnel du bâtiment, le DMX c'est la fête, c'est la mise en ambiance. On en est à 3 technologies, les 3 fonctionnent avec un bus. Attention, à chaque fois c'est un boulot d'intégrateur, c'est pas je prends un interrupteur, je branche une lampe, ça c'est fini. Il y a vraiment un mec comme moi qui doit venir et tout configurer.
On enchaîne. Un autre protocole que j'aime bien foutre derrière le KNX. La partie radio. Donc radiofréquence, c'est-à-dire tout ce qui va être sans fil. Qui peut se justifier pour être déployé dans de l'existant, sans faire de travaux. Ou alors parce que ça m'évite d'avoir un câble disgracieux. C'est-à-dire que des capteurs d'ouverture de fenêtres peuvent être intégrés dans les poignées de fenêtre, dans les battants, sans problème de câblage, que ça peut aussi me permettre de rajouter des fonctions sans faire de trous, là où elles n'étaient pas prévues à la base. Je vais être très intéressé pour passer sur un système en radio. Cette radio, par contre, alors elle existe en KNX, les produits radio KNX sont tout à fait fabuleux. Il y a une quantité de fonctionnalités là-dedans. L'exemple du détecteur dont j'ai parlé au tout début, on le retrouve en radio en KNX. Ils sont fabuleux de fonctions, de sécurité, sauf que dans mes chantiers, quand je suis à déployer de la radio, je n'ai pas besoin d'autant de capacité. Surtout que la plupart du temps, je vais avoir un inconvénient, ça va être la gestion de la batterie. J'ai pas envie de me livrer à des campagnes de remplacement de batterie pour des bâtiments entiers qui seraient faits avec du sans fil. Même si la batterie est donnée pour durer 5 ans, à force d'avoir fait des chantiers, je vais avoir que ça à faire dans quelques années, de tous les matins me lever et d'aller dans tel ou tel bâtiment pour changer de 100 batteries. Je vais avoir que ça à foutre. Je ne peux pas, surtout que il me semble que je peux être prévenu de l'état de la batterie qui commence à être usée, donc je peux normalement l'éviter, mais le risque de coupure de service, si c'est votre détecteur qui gère la luminosité, les lampes, le thermostat, la présence pour l'alarme, je ne peux pas me permettre qu'il soit à l'arrêt. La batterie est donc une variable que je veux exclure. Et ça tombe bien, il y a une technologie sans fil qui s'est fait une réputation du sans fil et sans pile. Cette technologie s'appelle Enocean. Elle est tout à fait autonome pour fonctionner d'elle-même. C'est-à-dire que si par exemple votre appartement, vous souhaitez l'adapter en gestion technique, jetez un œil sur Enocean, vous allez trouver les produits qui vont pour planquer un peu partout, pour adapter sans faire de travaux. Il n'y a pas de fil à tirer, ça fonctionne en radio. S'il y a un peu de distance, chaque ordre peut faire 2 rebonds sur un appareil qui lui est câblé. Vous avez un capteur de température qui est un peu loin. Il va se trouver un premier actionneur qui est branché en 230, puis un autre pour augmenter sa portée. Et ça, c'est valable quand il est dans sa version autonome. C'est-à-dire que vous avez un appartement, vous avez mis que du Enocean, ça communique avec un superviseur qui a besoin d'avoir 2 rebonds peut-être pour obtenir la portée jusqu'au bout. On est sur un petit projet, ça marche très bien. Si vous avez un petit peu de travaux électriques à faire, par contre, je vais vous dire, mais si tu passes des fils électriques, passe aussi un bus de communication pour du KNX, quoi. Voilà. Donc la radio, c'est vraiment parce qu'il ne faut pas faire de travaux ou en dernier recours. Mais pour revenir donc à cette histoire de portée, puisque je vais parler de fer de rond, l'avantage de l'appuyer sur une installation KNX, et ça s'appuie très bien puisqu'il y a des passerelles chez Weinzierl qui vont pouvoir gérer 32 participants en océan en un point avec une antenne. Imaginez, vous avez un gros bâtiment, vous avez la nécessité d'avoir des commandes sans fil. Je peux amener au plus près de là où vous en avez besoin une antenne, puis 2, puis 3, puis autant que je veux en fait. On est limité que par la topologie KNX qui vous dit plus de 50 000 participants. Donc je peux vous foutre 50 000 antennes Enocean dans votre bâtiment et être sûr qu'il y a de la portée. À titre personnel, je l'utilise de cette façon. C'est-à-dire que je m'en sers qu'en KNX, parce que bien souvent, de toute façon, celui qui ne fait pas de travaux ne m'appelle pas. Weinzierl vous propose des interfaces qui vont avoir, je crois, 32 capacités à faire communiquer des appareils Enocean. Il y a NanoSense qui est français, qui par l'intermédiaire de son moniteur de qualité de l'air, va vous permettre de causer aussi à 10 équipements. Donc avec la passerelle de Weinzierl que je vais installer au plus près de la zone où j'en ai besoin, donc je supprime les problèmes de portée radio, je vais pouvoir installer des participants Enocean qui nécessitent ni fil, ni batterie. J'ai supprimé la maintenance de mon installation. Alors non, je ne supprime pas la maintenance, hein. Tous les ans c'est bien de faire un petit tour sur l'installation pour voir où ça en est, pour faire des ajustements. Mais aller partout dans le bâtiment, démonter des appareils, gêner la production, risquer de dégrader quelque chose, c'est fini. Sans fil, sans pile, sans entretien. Et là aussi l'avantage, KNX multimarque, plein de fabricants, qui fonctionnent tous ensemble très bien. Dali multimarque, plein de fabricants, qui fonctionnent ensemble très bien, c'est-à-dire qu'avec je peux avoir dans mon installation KNX une passerelle Dali d'une marque J, une passerelle Dali d'une marque M, une passerelle Dali d'une marque I, et sous chaque passerelle, mélanger, je vais citer les marques, Philips, Osram, Trilux, Performance Enlighten, Lunatone, un driver trouvé sur Amazon ou AliExpress qui est Dali, vous pouvez tous les mélanger, ça va marcher. Et Enocean, c'est pareil, il y a plein de marques. Et c'est même le
catalogue technique, alors c'est principalement dû à la marque Eltaco, le catalogue radio professionnel le plus gros qui est. Et on a des fabricants en France qui n'ont pas forcément le plus gros catalogue, mais qui sont très intéressants, très performants. Notamment Nodon ou Trio 26. Thermocon aussi. Pour tous vos produits CVC, la marque Thermocon est une tuerie. Mais alors, ce que j'ai pas dit depuis le début, c'est que tout ça, ça s'étudie en amont. Je peux pas arriver sur un projet et dire de but en blanc sans avoir rien étudié KNX. Alors je dis pas que ça va pas marcher, hein. Ça marchera peut-être même aussi bien. Ça marchera aussi bien si c'est pas mieux peut-être. C'était l'objet de la vidéo. Les solutions techniques qui existent, on doit s'appuyer dessus. C'est-à-dire que depuis le début de là, j'ai cité KNX avec un câble pour des centaines de capteurs, avec des capteurs qui ont des capacités folles. J'ai cité Dali avec 2 fils pour plus d'une soixantaine de drivers. Et la réduction d'espace au tableau. J'ai cité DMX, j'ai cité N-Océan sans fil, sans pile, sans entretien et sans problème de portée en s'appuyant sur un KNX. Et je le vois sur internet, sur des groupes comme Domotique France, où bonjour, je rénove, qu'est-ce que vous me conseillez? Et les mecs qui débarquent, ah mais KNX, mais si, mais ça. Magnifique. Sans étudier le projet, tu peux pas dire, c'est pas possible. Je vais achever cette partie sur laquelle depuis le début il y a une base KNX permanente, comme quoi il est quand même au centre de tout. Je vous ai invité au tout début de la vidéo à aller passer la certification, la pseudo-certification eCampus gratuite sur le site myknx.org. my.knx.org. Cette certification vous donne droit à récupérer une licence ETS Lite 20 participants. Si vous réfléchissez bien, et j'ai un apprenti qui m'a fait ça il y a 2-3 ans, si vous mettez une passerelle Dali 2x128, vous commandez 128 groupes de lampes, puisqu'il y a des drivers, alors j'ai dit le chiffre au pif, mais je sais qu'il y a des drivers pour du résidentiel qui peuvent facilement accueillir 8 ou 10 spots. Donc imaginez 128 sur un participant. Vous pensez que vous êtes bloqué avec une licence Lite? 128 lampes pour un participant. Imaginez maintenant que tous vos interrupteurs de commande de volée de lampes se fassent par l'intermédiaire d'un système N-Océan, sans problème de portée. Vous mettez 2 ou 3 capteurs un peu partout qui vont vous récupérer jusqu'à 32 appareils quand même. C'est-à-dire que si vous en avez un dans votre bâtiment qui peut vous récupérer 32 boutons de touche, ou 25 boutons de touche, et puis 7 sondes de température et d'humidité, vous avez 2 participants, vous avez déjà couvert tous les usages au bouton, les températures, humidité et vos lampes. Derrière, s'il vous faut du volet, vous prenez des gros actionneurs. J'en connais un qui a 72 canaux qui permet de piloter 36 volets. En termes de résilience, c'est déconseillé, mais par contre, pour optimiser la licence, c'est top. Vous n'avez plus qu'à investir dans un écran tactile pour avoir un petit peu plus de smart et centraliser l'affichage. Celui auquel je pense là tout de suite, il y en a 7 thermostats intégrés. Donc si je récupère mes valeurs de température via des sondes N-Océan, je peux faire fonctionner mes 7 thermostats. Avec 5 participants, vous faites déjà des bâtiments qui sont pas mal. Et 5 participants, d'ailleurs, c'est la démo de ETS. Bon, autant pas se brider, la licence Lite est gratuite. Foncez. J'y pense. Je viens de parler d'un actionneur qui prend 36 volets. Ouais, c'est vrai. Et, je vous mens pas, mais c'est pas ça que je veux mettre en avant. Pour les volets, il existe le standard motor interface. Par le même système, un câble, 5G1.5, 2 fils pour les ordres, une phase, un neutre, une terre pour le bon fonctionnement. Vous allez pouvoir câbler 16 volets. Vous allez avoir les mêmes avantages qu'avec un Dali, c'est-à-dire réduction d'encombrement au niveau du tableau et réduction du câblage pour aller câbler jusqu'à 16 volets par passerelle. Volets ou brise-soleil orientable ou tout autre équipement qui de toute façon sera compatible avec SMI. L'inconvénient, c'est qu'en France, ça prend pas. Alors Dali, là, tous les architectes, ils ont compris, ils en veulent, ils en mettent partout. SMI, ça veut pas. Alors que ça, que des avantages. Réduction du câblage, réduction d'encombrement. Supposez quand même que pour manipuler un volet avec un KNX, on va avoir un actionneur sur lequel on va avoir un fil de montée, un fil de descente. C'est-à-dire que même si vous mutualisez vos 16 volets de SMI sous un seul disjoncteur, un seul circuit, donc vous avez un seul neutre pour tout le monde, une seule terre pour tout le monde, pour avoir 16 volets, il vous faudra 32 fils en plus, donc vous avez un total de 34 fils. Là, on vous dit qu'avec SMI, avec un câble en 5G1.5, vous envoyez tout. Pareil en termes d'encombrement, si vous prenez des actionneurs classiques comme les gros actionneurs combo 1 Tera, vous avez besoin pour 16 volets d'avoir 2 actionneurs de 16 sorties uniques, donc groupées pour la montée et la descente, ce qui ramène à 8 volets par actionneur. Vous aurez besoin de 2 actionneurs, soit 20 modules au lieu de 6. Je vais rebondir sur un truc tout de suite, puisqu'on parle des volets. Somfy a créé, au siècle dernier,
Le protocole RTS qui communique en 433 MHz et qui permet de piloter différents équipements que vous avez sûrement chez vous. En ce qui me concerne, j'ai un Storban et puis une porte de garage qui fonctionne en 433. Bien souvent, c'était pour des motorisations de volée. Avec le temps, on en a trouvé un peu partout, donc le Storban, la porte de garage, le portail. On trouve des stations météo et on trouve également, vous trouvez marque Bliss chez Castorama, marque Chacon chez Leroy Merlin, des équipements d'installation électrique en 433. De commandes de lampes, de commandes de chauffage, de commandes de volets, détecteurs sur bouton, il y a des télécommandes horaires, il y a des commandes qui vous permettent de faire des groupes. Et tout le monde vous dira, c'est unidirectionnel, il n'y a pas de retour d'état. En KNX, le retour d'état de volet est simulé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire pareil pour du K133? Je peux tout à fait simuler les états en sachant quels ordres j'ai envoyés et s'ils n'ont pas été brouillés par une commande locale. Voilà, K133 MHz. Si vous voulez l'intégrer dans votre installation, si vous voulez sauver des équipements, parce que les équipements sont connectables, plutôt que d'avoir à les changer en vous disant ils sont périmés ou d'avoir un intégrateur qui vous dit je suis pas capable de piloter ça, il faut le changer. GC Électronique, petite boîte nantaise, a racheté. Je ne sais pas s'ils ont racheté la société Ziblu, mais ils ont racheté en tout cas un équipement à eux, le RF Player. C'est un dongle USB avec une antenne en 433 MHz, donc il est tout à fait possible d'intégrer la gestion du 433 à une installation communicante. Je vous rappelle que le sujet de la vidéo, c'était les solutions techniques. Un câble avec 2 fils pour du KNX, 2 fils pour le DALI, un câble avec plusieurs fils pour du DMX. Le DMX est un peu à part, on n'est plus tellement dans la gestion technique du bâtiment. Le SMI, toujours 2 fils. Le SMI, toujours 2 fils pour 16 volets. Le 433, solution sans fil, au même titre que l'N-Océan. Le N-Océan, j'ai des retours d'état, j'ai des produits modernes, j'ai des antennes avec KNX. Le 433, souvent, c'est des produits qui sont déjà installés ou qui sont cheap. Ça doit être exceptionnel, ça doit être pour sauver du matériel existant sans avoir besoin de le racheter ou de jeter des équipements qui marchent. Mais c'est intégrable et on peut simuler les états. On va maintenant sortir du sujet de la colonne vertébrale en KNX pour aborder des protocoles que j'utilise directement depuis un supervision avec une convergence sur IP. Modbus pour commencer, protocole issu des automates industriels Siemens. J'adore quand on me dit que mon métier est en rapport avec les nouvelles technologies. Le protocole Modbus a 50 ans, c'est plus vieux que moi. C'est celui dans lequel il y a plus d'objets qui communiquent dans le monde. On en trouve partout, on en déploie encore. Et il est très possible que chez vous, vous ayez un équipement en Modbus, dans ce qu'on appelle les équipements de CVC, les chauffages, ventilation, climatisation. Il est fort possible que votre chaudière, votre pompe à chaleur ou votre ventilation puisse être câblée en Modbus et communiquer sur Modbus. Modbus propose principalement 2 typologies de câblage. La câblage dans sa version série, qu'on appelle RTU. Vous allez avoir un câble avec 2 fils plus une masse. C'est pas exactement pareil que du KNX, mais en termes de tirage de câble, c'est la même. Et de la version intégralement sur IP. Aujourd'hui, dans mes installations, même si un équipement est prévu pour être en RTU, donc avec un branchement série, je vais effectivement le câbler en série localement, j'ai pas le choix, mais l'ensemble de ces équipements vont être ramenés sur un routeur RTU vers IP, et je vais gérer le Modbus directement depuis le superviseur. KNX, c'est un logiciel où on crée la structure, on configure les appareils individuellement, puis après on fait des glisser-déposer d'objets dedans. Il y en a pour qui c'est compliqué. Modbus, il faut se farcir les notices et il faut vous saisir chaque registre indépendamment. Alors, selon le logiciel que vous utilisez, vous arrivez après à avoir des documents CSV avec tel équipement prêt à l'emploi, vous l'importez. Vous lui dites ça c'est ton Modbus ID, c'est-à-dire l'identité, son identité sur le réseau, et ça fonctionne aussitôt. Mais quand c'est pas forcément vous qui prescrivez, vous allez vous taper de la documentation et de la saisie de registre. Ça peut être long, c'est vrai. Ça peut faire peur. J'ai eu peur. Je me suis fait une montagne de Modbus en me disant mais ça doit être compliqué. Je m'appuyais sur un collègue qui, je savais, travaillait avec ça, en me disant faut que tu m'expliques, faut que tu m'aides à comprendre la chose. Ça se comprend en 20 minutes. C'est vraiment autant le câblage que la gestion des registres. Je me suis fait peur pour rien. C'est super simple, mais c'est super chiant. Et il m'est déjà arrivé de passer des matinées entières parce que je n'arrivais pas à envoyer un ordre à un appareil. D'ailleurs, j'ai actuellement, le client se reconnaîtra, hélas, je dois envoyer une valeur numéro 2. C'est-à-dire que dans un registre, je dois envoyer le chiffre 2 pour passer la ventilation en mode manuel et agir sur la puissance. Et la ventilation ne prend pas la valeur. On est encore en galère là-dessus. À ce jour, je ne sais pas combien d'équipements Modbus j'ai intégré, j'ai perdu le compte. C'est mon seul défaut à l'heure actuelle. Tant mieux. Bon, par contre, le client, ça l'embête. Mais n'ayez pas peur de Modbus, c'est facile à intégrer. Et surtout,
Il y en a peut-être déjà chez vous sans que vous le sachiez. Un complément idéal à Modbus, même si ce n'est pas exclusif, même si moi ça revient souvent, ça va être LoRaWAN. LoRaWAN, c'est le nom du protocole. Donc on en est à KNX, Océan, DALI, DMX, Modbus, SMI. Maintenant je vous raconte LoRaWAN. Nouvelle solution technique. Radio. J'ai cité le RF433 en radio, mais c'était plutôt pour sauver des appareils existants que d'en installer. J'ai cité le N-Océan en radio. Le LoRaWAN ne va pas pouvoir remplacer un Océan. En N-Océan, on n'a pas beaucoup de portée, une trentaine de mètres. La promesse de LoRaWAN, c'est pas juste de dépasser ces 30 mètres de portée, c'est qu'avec une antenne sur le toit de votre bâtiment, vous allez chercher des datas dans un autre bâtiment en périphérie de votre ville à 15 km. Grâce à LoRaWAN, je peux avoir des relevés de consommation, d'eau, d'électricité, de gaz, des relevés de qualité de l'air, des relevés d'occupation avec un détecteur, et je vais aussi pouvoir agir sur les équipements jusqu'à 15 km dans un réseau privé. C'est une solution technique, non seulement pour aller chercher à grande distance, également dans des locaux qui ne sont pas dotés d'électricité ni d'internet, mais ça permet aussi de mettre des capteurs un peu partout dans des bâtiments dans lesquels la radio ne passerait pas nativement. Des bâtiments métalliques, des infrastructures en sous-sol, et où tirer un câble est impossible, voire coûteux. S'il faut mettre des sondes de température dans un magasin, je vais en avoir pour 2 jours avec une location de nacelle et le dérangement de la clientèle ou de la production dans un local artisanal. Avec du LoRaWAN, il suffit d'un scotch double face à l'arrière de ma sonde, je la colle, c'est fini. On arrive maintenant à un point où j'ai exposé différents protocoles et leurs solutions techniques. Ce qu'ils proposent, principalement, c'est du bus. Du bus pour la commande, KNX. Du bus pour le pilotage, SMI, DALI, Modbus, de la radio localisée, N-Océan, de la radio longue distance, LoRaWAN, et pour que tout ce petit monde fonctionne avec un superviseur et qu'on puisse travailler dessus, il y a la convergence sur IP. J'ai donné un bon exemple avec le Modbus. Je vais prendre un groupe d'équipements, par exemple des bouches chauffantes de ventilation. Pas évident pour tout le monde, mais en soufflage de ventilation double flux, on a des bouches chauffantes électriques en Modbus, ce qui me permet d'envoyer de l'énergie par pas de 4 watts. Ces bouches de ventilation, je vais toutes les câbler sur une série, donc du RTU, et je vais peut-être pas vouloir les mélanger sur le même RTU que mes compteurs de consommation. Donc je vais avoir une interface qui va passer en IP, et depuis mon superviseur, et alors que certains superviseurs ont effectivement un port Modbus RTU physique dessus, je vais pouvoir bien catégoriser, éviter un embouteillage de trame sur le réseau Modbus et avoir de la résilience dans le fonctionnement en demandant au superviseur d'aller interroger plusieurs interfaces IP, donc plusieurs réseaux Modbus. Là, j'ai fait ce qui s'appelle la convergence sur IP. Alors, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue technique, parce que je suis limité par la quantité d'appareils que je branche dessus, mais ça peut être aussi pour éviter de tirer du câble. Pourquoi est-ce que je vais aller tirer 300 mètres de câble Modbus depuis un local technique et n'avoir finalement au bout que les usages Modbus, alors que pour 300 mètres, 600 mètres, je peux tirer un pont fibre ou un pont GPON, un routeur à l'arrivée et repartir sur la technologie de mon choix. C'est ça la convergence sur IP, c'est de ne pas avoir à tirer des kilomètres de câble, alors que je peux mettre à disposition un point IP à un endroit sur lequel tout le monde se branche. Et ainsi, avec un minimum de câblage, puisque déjà j'ai présenté des solutions techniques à travers les protocoles qui réduisent le câblage. Vous réduisez encore en mettant des lignes RJ45 en 4.6, ça passe. Je veux dire, on sort d'un KNX, on sort d'un Modbus, on part sur du RJ45, on va pas saturer le réseau, et surtout, si vous avez besoin de nouvelles fonctions qui soient pas raccord avec ces deux protocoles-là, vous pouvez les rajouter. Et juste, faites-moi plaisir, quand vous tirez une ligne IP, mettez-en 2, ça fait de la redondance. Ça permet à votre superviseur d'être à un endroit et de ne pas avoir besoin de les multiplier. Système de supervision qui pourra encore monter plus haut en permettant d'intégrer des équipements qui ne sont pas liés à des protocoles. Il y a une quantité d'équipements, je pense par exemple aux interphones qui ne sont pas liés à un protocole de gestion technique du bâtiment. Il a son propre fonctionnement et bien souvent aujourd'hui on va le remonter sur IP. Le fabricant va mettre à disposition ce qu'on appelle une API. Cette API documentée et ouverte va me permettre d'intégrer, commande par commande, des éléments de cet interphone. Le flux vidéo tant mieux, mais généralement c'est un flux caméra, donc du moment que j'adresse IP et puis la trame RSTP, je le récupère. Mais les commandes associées, quelqu'un a appuyé sur le bouton. Ou alors il y a une détection de mouvement. Utilisez, plutôt que de tirer des kilomètres de câbles, les relais intégrés à l'interphone pour ouvrir le portillon ou le portail. Il en est de même pour toutes les commandes que j'ai intégrées préalablement. C'est-à-dire que mon installation KNX, qui a une antenne pour aller sur du N-Océan, le contact d'ouverture de fenêtre que j'ai branché en N-Océan, sur mon installation KNX qui remonte en IP qui après va dans le superviseur, je dois être en mesure d'avoir une API pour interroger la position de ce contact. Je dois être capable de la mettre à disposition. Si je suis pas capable de la mettre à disposition, c'est pas la peine d'acheter le superviseur. Que vaut le superviseur qui est pas capable de faire ça? Et j'en connais quelques-uns qui sont plutôt surévalués. L'API me fait penser à quelqu'un qui a résolu ses problèmes, qui nous a posé problème aux intégrateurs depuis 15 ans, qui en posait déjà avant d'ailleurs, hein, mais depuis 15 ans c'était vraiment devenu horrible. Et je vais les citer parce que c'est tellement mieux aujourd'hui. Somfy, voilà. Somfy fabrique des motorisations, et elles sont très bonnes. Par contre, en tant que fabricant d'objets connectés,
Alors, ils ont leur petit environnement avec leur catalogue. Tout ce qui est dans le catalogue est facilement intégrable dans leur solution à eux. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, absolument pas dans les autres. Si bien que on avait beaucoup de projets, mais résidentiels tertiaires, où un menuisier venait et posait des volets en SOMFY e-Home Control. Et puis toi intégrateur, non, désolé client, tu géreras pas tes volets, tu feras directement dans l'application de ta box. Moi je te vends une supervision dans laquelle tu as ton système de sécurité incendie, tu as ta système d'alarme, tu as ta gestion des lumières, du chauffage, tu as ta gestion de présence, mais par contre les volets tu te démerdes, tu as une application séparée. Combien de fois il y a eu des projets, surtout c'est des particuliers, où tu es pris en cours de route parce que les architectes sont déjà largués sur l'énergie quand on leur parle du gestion technique du bâtiment où il n'y a plus personne. On te met dans le projet, tu fais des prescriptions, tu les envoies à l'architecte, il les valide. Et encore cette semaine, c'est tout le temps. T'arrives, toi t'as dimensionné l'installation, t'as vendu des objets, et mes 3 actionneurs de volets, 22 volets, ne servent à rien. Ils sont vendus, ils sont là, ils sont posés. Il n'y a aucun raccordement dessus parce que le menuisier a foutu du e-Home Control. C'est rigolo à la mise en service parce que il n'avait pas de jus. Il fallait appuyer sur mes boutons pour générer une montée pendant 50 secondes. Pour qu'il puisse faire ses réglages. Donc au final, j'ai dû retourner sur le chantier, j'ai tout décablé, branché en direct, parce que sinon les volets ils fonctionnent il faut appuyer sur le bouton KNX et après appuyer sur le bouton SOMFY, ce qui est débile. Il a des jolis boutons en métal en KNX avec une commande en plastique SOMFY à côté. Il y a eu des propositions pour s'en passer. C'est-à-dire qu'on a d'abord eu Velux qui faisait des passerelles, qui faisait toujours des passerelles. Il s'appelle KLF 050 la passerelle individuelle, KLF 200 la passerelle de groupe. C'est chiant parce qu'en fait on vendait les choses en double. T'avais le volet radio qui avait déjà coûté plus de 100 € plus cher par pièce. Parce que entre du volet 4 fils montée-descente et du volet radio, il y a 100 balles d'écart minimum. Hein. Donc ça coûte plus cher aux porteurs de projet. On voit un actionneur qui a des capacités qui sont pas exploitées et on est obligé de racheter une passerelle à mettre entre les deux pour que l'actionneur on le branche dessus et s'envoie les ordres. Alors l'avantage, c'est que ça fonctionnait à peu près comme si c'était câblé. Aujourd'hui, il y a toujours une interface. Alors d'abord, il y a eu SOMFY qui a mis à disposition une app ETS qui permettait par IP, convergence sur IP, c'est très bien, de dialoguer avec des adresses de groupe, mais dans l'ensemble, on faisait pas de la commande individuelle. Que vous étiez obligé de garder la commande locale, sauf avoir un tout petit projet, parce qu'il s'agissait d'une quarantaine d'ordres, mais une quarantaine d'ordres, chaque volet, c'était montée, descente, stop. C'était même pas de se caler à une certaine position. Là, en ce moment, il fait chaud, tu veux utiliser les volets pour ce à quoi ils servent, c'est-à-dire se protéger du soleil. Tu veux avoir un petit peu de lumière parce que t'as pas des BSO, tu veux donc monter tes volets de 5-10%. Tu pouvais pas dire directement via une adresse de groupe à la Tahoma, monte de 10%. Il fallait tricher, comme je vous ai expliqué pour le K133, mettre un minuteur et avoir un bouton dédié qui permette de monter pendant tant de temps. Il y a un distributeur de matériel électrique qui de toute façon vend des Tahoma avec un autocollant de sa marque dessus, qui propose le même service. Et c'est pas plus qualitatif. C'est même, je crois même qu'il y avait moins de possibilités. Cependant, lui, il le vend encore, alors que SOMFY directement Tahoma a arrêté la fonction il y a 2 ans, 3 ans. En tout cas, ils ont développé une nouvelle box, la Tahoma Switch, dans laquelle on a quand même une bonne surprise, c'est que l'API est dispo. Moyennant une petite manipulation qui permet, en plus de s'affranchir du cloud, c'est-à-dire que la commande ne va pas d'abord sur Internet pour redescendre chez vous, mais reste en local chez vous, d'avoir des retours d'informations instantanés. Si j'interroge l'API, j'ai l'information un quart d'heure après. En local, moyennant une manipulation, je répète, je monte le volet, j'appuie sur stop, immédiatement ma supervision reçoit la valeur. Progressivement, on est en train de revenir en arrière sur des installations qui ont été faites. Pour 200 balles, on est en train d'en mettre partout. Le gain est tel que j'arrive à le vendre aux clients. Ils sont enfin contents d'avoir une solution pour leurs produits qui se sont fait vendre de force quand même. Parce que je rappelle que j'avais fait des prescriptions et qu'on leur a mis ça qui respectait pas les prescriptions et qui coûtait plus cher que ce que j'avais proposé. Merci SOMFY d'avoir fait ces API et qui peuvent fonctionner en local via une petite manip. C'est simplement, sachez-le, on passe la box en mode développeur. J'ai gueulé pendant plus de 10 ans sur SOMFY. Aujourd'hui, je suis neutre et j'ai même le sourire. Et il y a même un double avantage à la box Tahoma, c'est qu'elle vous permet d'avoir une antenne Zigbee intégrée. Si vous avez une Tahoma, alors ça fait un peu cher l'antenne Zigbee. On trouve des antennes Zigbee ou MQTT à quelques centimes sur AliExpress, donc ça fait un peu shit de mettre 200 balles là-dedans. Mais bon, si vous n'avez pas le choix d'avoir du e-Home Control pour vos pompes à chaleur atlantique, pour vos Velux, pour vos volets, vos BSO ou autre chose, évitez les produits, je vais dire Smart Home, les actionneurs de lampes ou de conneries comme ça qui coûtent un bras. Mais si vous avez la contrainte d'avoir la communication avec des produits e-Home Control, pour le prix d'une box Tahoma, il n'y a plus de contraintes. Et je ne l'ai pas encore expérimenté sur la Tahoma, mais il me semble qu'on peut communiquer avec du RTS, donc probablement tous les produits en 433, je suis pas sûr.
Il y a un test à faire. On va passer à autre chose. Arrêter. Donc là, API ouverte, documentée. Je peux intégrer l'API. J'ai une convergence sur IP puisque cette Taoma communique sur IP et je vais récupérer les informations sur un système de supervision avec IP et faire communiquer avec d'autres protocoles. Il y a des systèmes qui ne sont pas des protocoles ou qui ont des protocoles propriétaires. Alors le protocole propriétaire, c'est celui qui fonctionne que dans sa marque. Lui, il faut le fuir. Clairement, vous êtes soumis au choix du fabricant, à sa politique commerciale et surtout, même quand il y a des mastodontes, comme Legrand, qui a fait, comment s'appelait la technologie des années 90, je ne sais plus, qui après a fait InOne, qui après a fait Myome. Myome existe encore, mais bon, c'est mort cérébrale. Enfin, il passe au KNX, puis principalement à Zigbee. On n'est pas garanti, même avec un gros fabricant, d'avoir le suivi de la technologie. Il faut avoir du multimarque. Même si vous n'avez pas du multiprotocole, vous devez avoir un protocole standard qui communique avec plusieurs marques pour aller chercher la fonction que vous n'avez pas dans ce fabricant-là, ou pour aller vous dépanner ailleurs si le fabricant a cessé l'exploitation. Cependant, il y a des solutions attachées à des systèmes entrée-sortie, on va dire, IP, qui tiennent la route. Voilà, c'est malin, j'ai été interrompu et maintenant j'ai perdu le rythme. J'étais sur le point de vous parler de système entrée-sortie autonome. Entrée-sortie, ça veut dire que le boîtier est capable d'agréger des capteurs qui sont câblés dessus et piloter des équipements. Et en premier lieu, il y a les automates industriels qui sont souvent utilisés et détournés pour des usages de bâtiments. Je ne vais pas m'épancher là-dessus. Si vous êtes normalement en mesure de mettre en œuvre un automate industriel, vous n'avez pas vraiment besoin de mes conseils. Ces automates sont généralement aujourd'hui tous communiquants avec le protocole Modbus ou la messagerie MQTT. C'est donc forcément pas un mauvais choix. En termes de solutions techniques de réduction de câblage, en revanche, pouvoir disposer à plusieurs endroits d'un grand bâtiment des blocs autonomes d'entrée-sortie qui sont reliés entre eux par IP et qui communiquent en Modbus ou en MQTT ou en BACnet, c'est tout à fait pertinent. C'est assez facile avec du Logo, du Vago ou du S-Automation qui est assez peu onéreux. D'ailleurs, les utilisateurs de solutions Vago pourront être intéressés par le logiciel Kalaos. Je vous laisse chercher. Ma formation initiale m'a conduit à être formé sur certains automates. J'ai toujours de l'appétit pour les automates, mais je ne pratique plus assez et surtout j'ai trouvé des substituts. Alors ça se présente comme un automate, ça ressemble à un automate, mais à l'intérieur c'est un peu différent. On a aujourd'hui sur le marché des automates qui sont dédiés à la gestion technique du bâtiment et qui ont été conçus pour ça. Je vais vous citer deux exemples. Le premier est français, fabriqué à Nantes, et véritablement fabriqué à Nantes, j'ai visité l'atelier. Il s'agit de GCE Electronics. Ils sont connus pour fabriquer l'automate Ethernet IPX 800. Et il y a bien sûr plusieurs versions actuellement commercialisées qui permettent plusieurs niveaux de prestations. On pourrait s'appuyer sur l'exemple à la fois de l'infrastructure en KNX où les actionneurs sont dans un tableau et de l'automate programmable industriel où tous les capteurs reviennent dessus. L'avantage que propose GCE Electronics est que je conseille à tous ceux qui veulent faire par eux-mêmes ou à l'électricien qui n'est pas forcément formé en profondeur. Avec un IPX800, pour moins de 250 €, vous avez un boîtier de base qui permet de connecter 8 boutons poussoirs, de connecter 8 relais et qui a un logiciel de configuration et d'exploitation qui est inclus et plutôt simple à utiliser. Par-dessus, on va pouvoir rajouter des extensions qui vont venir ajouter des relais, ajouter des entrées, ajouter des modes de fonctionnement, de variation d'éclairage, de contrôle de volets, de gestion de chauffage. Et il propose une API ouverte et documentée, ce qui vous permet d'intégrer les commandes dans un superviseur plus complet. Pour aller chercher du Modbus si vous êtes resté sur la version 4 de l'IPX800, la V5 propose du Modbus, mais aussi augmenter les compatibilités et faire du multisite. Et multisite aussi bien local que distant. Un électricien à qui j'avais suggéré de s'intéresser à ce produit a eu la très bonne idée d'en mettre plusieurs dans différents bâtiments sur un site sur lequel il travaillait, de les relier entre eux via un réseau informatique unique. Et sur ce réseau informatique, je suis intervenu pour ajouter un système de supervision qui récupère chaque automate et les présente tous dans la même interface, ce qui lui a permis de faire des commandes groupées et d'agir automatiquement sans avoir à tirer tous les fils d'un bâtiment à un autre, juste une liaison Ethernet. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus du prix assez léger, les capacités qui sont fournies, légères aussi, mais oui, on trouve beaucoup mieux, mais bien souvent, à quoi ça va servir ce plus? Il y a également chez eux un système qui permet de façon autonome de gérer les informations d'une piscine et certains pilotages, et également, et là par contre j'utilise beaucoup plus souvent et dans pratiquement tous mes chantiers résidentiels, un compteur d'énergie multifluide, on va dire, parce qu'il y a le fluide électrique, il y a le fluide gaz, il y a le fluide eau, on va pouvoir récupérer les impulsions des compteurs de gaz et d'eau, on va pouvoir compter différents équipements électriques, soit avec des pinces ampères métriques de compteurs électriques à impulsion,
Et aussi se brancher directement sur un compteur Linky pour récupérer beaucoup d'informations comme les index, la puissance actuellement soutirée, l'intensité, la tension et le tarif en cours. Il va être capable de vous proposer du délestage et on va également pouvoir mettre des extensions avec des relais dessus ou des nouvelles entrées pour compter encore plus de choses. Pour un prix de départ à moins de 250 €, c'est une bête. Et l'API est ouverte, documentée, je m'en sers, je n'exploite pas le logiciel qui est inclus. Juste, il sert d'appareil de mesure et il envoie la data sur un autre logiciel. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai pas cité. Alors, parce que j'étais plutôt sur les idées de solutions techniques de réduction de câblage, mais être capable de récupérer la data sur un logiciel et l'envoyer sur un autre, c'est important. C'est-à-dire que vos données vous appartiennent et elles doivent être portables. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir les extraire et les importer ou d'un système pour les mettre dans un autre, c'est que l'appli de base était mauvaise. Vous devez pouvoir transporter vos données sans problème. Donc l'IPX 800, donc le modèle automate de gestion technique du bâtiment, propose pour la version 4 et la version 5 un bus de communication propriétaire qui cependant va se contenter de capter des sons de température, d'humidité, de lumière et un thermostat multifonction. Tirez pas juste 2 fils électriques, posez un bout de bus KNX entre ces deux-là, même si c'est pas des produits KNX. Si un jour vous faites l'upgrade, vous êtes prêt. Le fil est déjà passé dans les murs, vous n'avez pas de travaux à faire. En revanche, pour tout ce qui va être commande physique du bâtiment, l'interrupteur sur lequel vous allez toucher, ça va être des boutons poussoirs pour lesquels chaque fil va revenir au tableau. Alors ma recommandation, c'est qu'à chaque fois qu'on a ça, vu qu'on est sur du courant faible et bien souvent hors potentiel, à une époque, j'aurais dit de tirer un fil de téléphone. Aujourd'hui, je vous dirais de prendre un câble de communication catégorie 5 avec une couleur différente de celle que vous utilisez pour le reste et de le tirer. Et comme ça, vous avez 8 brins prêts à l'emploi. Et il y a même des câbles avec beaucoup plus de brins. Vous avez juste à les trouver conrad.fr par exemple. Et vous avez pas tout à fait un bus, mais vous avez quand même un câble fin qui vous permet d'aller brancher vos boutons poussoirs. Si aujourd'hui vous démarrez sur un IPX 800 et que demain vous êtes à l'E3, vous pouvez prendre n'importe quelle autre solution, un automate programmable industriel, un système KNX, peut-être même celui que je vais présenter juste après, et recabler dessus. Vu qu'on est sur des boutons poussoirs en contact sec c'est-à-dire ça s'ouvre, ça se ferme, on a peut-être tout câblé, et je vous invite à câbler vraiment avec des câbles multibrins, mais ça reste évolutif. Là où l'IPX 800 va pouvoir proposer une prestation supplémentaire qui va réduire le câblage, c'est qu'il est nativement compatible avec l'environnement N-Océan. Les fameux produits N-Océan, sans pile, sans fil, sans entretien que j'ai cité tout à l'heure. IPX 800 le prend très bien et vous permet d'avoir accès à tout le catalogue de produits sans fil N-Océan. Donc vous avez un automate programmable de gestion technique du bâtiment avec des scénarios, avec une API ouverte et documentée. Vous avez, pourquoi pas, selon le modèle que vous choisissez, un accès à du Modbus et du MQTT, la possibilité de mettre des périphériques en N-Océan, en radio, pour vous faciliter le travail, aussi bien en tant qu'actionneur distant que en tant que capteur, et le tout avec un appareil qui de base, alors de base l'antenne n'est pas dedans, il faut le rajouter, mais de base coûte moins de 250 € pour sa version 4, et est très simple d'utilisation, sans formation spécifique, juste en posant un de temps en temps, vous allez pouvoir vous y retrouver si vous êtes un peu débrouillard. Je n'utilise pas l'IPX 800 professionnellement, l'EcoDevice RT2 qui est son compteur, oui, absolument, alors là lui c'est une pépite. L'IPX 800 je l'utilise pas, mais je vous le recommande si vous faites des travaux vous-même et que vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans une installation KNX. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt tant par le prix de la licence, quoique 20 participants ça peut suffire, mais est-ce que vous allez réussir à exploiter à fond ce que vous donne le logiciel sans travailler dessus, alors qu'il y a des gens qui sont certifiés KNX Partner ou KNX Advance et qui galèrent, qui n'arrivent pas à l'exploiter. Vous, pour une installation dans votre vie et pas de modification avant 5 ans, est-ce que ça vaut la peine? Réfléchissez à l'opportunité de travailler avec un IPX 800. Si votre volonté est de faire par vous-même et que jamais vous n'appellerez un intégrateur, ça pèse dans la balance. Un deuxième système, il s'agit des automates programmables de gestion technique du bâtiment de chez LoxOne. D'un regard extérieur, entre LoxOne et GC Electronics, on a forcément un catalogue un peu plus élevé, mais de base, il y a un système équivalent avec un mini-serveur qui va stocker votre configuration, un logiciel qui va être gratuit, alors lui, on faudra le télécharger séparément, mais c'est pas bien grave, des entrées-sorties intégrées au module de base, et des extensions qu'on peut rajouter pour ajouter des boutons poussoirs, pour ajouter des relais, pour ajouter des sondes, pour partir sur des protocoles. Et là, on a vraiment un grand choix de protocoles. Le N-Océan est dedans, mais aussi le DALI, le Modbus, le KNX. Je vais pas en citer plus parce que j'ai pas vérifié avant de parler. Il me semble qu'il est assez simple d'intégrer des requêtes HTTP et des API. Et il y a tout un environnement sans fil propriétaire, mais qui dépend de toute façon du mini-serveur en lui-même. Allez dessus, n'oubliez pas que je vous ai recommandé d'éviter les équipements à pile. Privilégiez tout de même un N-Océan, c'est mieux.
Non, la chose que je ne souhaite pas voir dans vos installations, c'est le bus LOXONE. Dans l'ensemble, ce qui va être câblé sur ce bus LOXONE, un bus qui ressemble fortement au câble KNX, vous pourriez les inverser, j'en suis certain. On va retrouver des interrupteurs multifonctions, on va retrouver des sons, des capteurs, des détecteurs de mouvement. On va avoir certains actionneurs également qui vont être câblés sur le bus. Et il y a des choses très pertinentes que j'ai vues, notamment leur ampoule spot avec le blanc intégré et une collerette qui change de couleur sur les autours. La conception est foutrement intelligente. Il y a plusieurs produits comme ça chez LOXONE que j'estime être très bien faits, mais que je refuse de regarder parce qu'il y a ce foutu bus propriétaire. Le bus propriétaire, ça implique que, une fois la maison câblée, pour rester sur un exemple de maison, vous êtes contraint à la moindre extension, à la moindre modification, de prendre un produit chez LOXONE. Avec les limitations techniques LOXONE, et avec les choix commerciaux de LOXONE. C'est-à-dire que eux, ils ont des chiffres. Si un produit que vous avez aimé ne se vend pas si bien que ça, le jour où, suite à un incident chez vous où il faut remplacer l'appareil, il sera peut-être plus commercialisé. Sur KNX, ce sera peut-être aussi le cas. Mais on pourra peut-être aller chercher quelque chose qui s'en rapproche le plus possible, sans forcément l'atteindre, malheureusement, chez un autre fabricant. Avec LOXONE, vous êtes verrouillé dans les produits du catalogue. Partez sur un système d'entrée-sortie avec des boutons poussoirs câblés à la façon de l'IPX800, câblés à la façon d'un automate programmable industriel, et d'utiliser les équipements LOXONE qui, en plus au tableau, ont franchement de la gueule, en mode entrée-sortie. Donc là, vous avez la même configuration qu'un KNX, qu'un IPX800, qu'un automate. Vous avez des blocs de relais au tableau, ça change pas vraiment, sauf à partir sur un DALI par exemple pour les lampes, et des blocs qui vous permettront d'interpréter les commandes reçues par des boutons poussoirs. Si vraiment vous avez besoin d'un équipement plus performant qu'un simple contact, étudiez les protocoles qui sont compatibles. Il y a du KNX qui est compatible, il y a du NOCéan qui est compatible. Si vous n'arrivez pas à trouver une fonction dans ces deux protocoles-là pour moins cher, c'est que vous avez vraiment un chantier qui est un peu compliqué. Et là aussi, vous aurez besoin d'un intégrateur qui va bien mieux vous conseiller que juste une vidéo à la con sur Internet. Je m'arrête là, c'est beaucoup trop long, il y a eu beaucoup de digressions. Mon souhait, c'était de vous parler de ce que peuvent apporter les technologies de gestion technique du bâtiment pour faciliter la vie sur un chantier. Il y a deux aspects néanmoins, c'est que toutes les commandes vont être connectables. Et j'ai bien dit connectables, c'est-à-dire que J0, votre chantier est mis en service, il n'est pas indispensable que les commandes du bâtiment soient dans une application. On demande juste au bâtiment de fonctionner de façon autonome. Mais quand on le souhaitera, il n'y aura aucun coût matériel ni travaux pour les intégrer. Et je récapitule, pour la moitié de mes chantiers, mais certains c'est l'intégralité de leur chantier, j'ai une base en KNX qui permet sur un câble unique de brancher tous vos capteurs, quels qu'ils soient, station météo, détecteur de présence, son de température, interrupteur, et qui propose des équipements qui sont souvent multifonctions. Je vous ai cité en début de vidéo un exemple d'un détecteur qui était capable de température, thermostat, relais de contact d'ouverture de porte. Ça aurait pu être un bouton poussoir de commande de lumière ou n'importe quoi. Envoi d'une information sur l'alarme. On trouve également des commandes, des boutons poussoirs, des interrupteurs muraux dans lesquels on a un thermostat intégré, on a une sonde de température et d'humidité, on peut avoir n'importe quelle commande sur n'importe quelle touche et la modifier plus tard. KNX, pour tout ce qui va être commande, c'est le top. Là-dessus, en m'appuyant sur mon installation KNX avec une gateway et toujours avec le souhait de réduire le câblage, plutôt que d'avoir un fil pour chaque lampe qui parte d'un tableau, je vais vous inviter à mettre du protocole DALI. 2 fils de commande vont pouvoir piloter 64 drivers LED et au même titre, et ça c'est intéressant, il y a un côté low-tech quand même, que ce soit un actionneur KNX, un module NOCéan ou une ampoule qui va éclairer blanc derrière du DALI, vous pouvez trouver votre ampoule chez Intermarché. Vous n'avez pas besoin d'avoir le récepteur qui soit connecté puisque vous avez des moyens de commande à disposition. DALI va pouvoir me permettre d'avoir du diagnostic en termes de temps de fonctionnement ou d'identification de panne et va également me permettre de la maintenance préventive sur des systèmes de blocs autonomes d'éclairage de secours. J'ai brièvement évoqué DMX mais qui est plus de la mise en ambiance, donc on n'est pas tellement sur la solution technique de réduction de câblage. La technologie NOCéan utilisée toute seule ou avec un IPX800 puisque j'ai cité, avec le LOXONE qui a une gateway et aussi avec KNX qui a une gateway, une passerelle qui permet d'arriver avec une portée radio au plus proche du lieu d'utilisation et de ne pas avoir de problème de portée et d'avoir des périphériques sans pile et sans entretien.
J'avais cité également le protocole Modbus en évoquant que vous en avez peut-être déjà dans votre installation, sur de la ventilation, sur une pompe à chaleur, sur une chaudière, sur un climatiseur. J'en ai vu aussi sur des onduleurs photovoltaïques, sur des bornes de charge. Même des bornes de charge pour voitures électriques vendues chez Lidl ont du Modbus. Et ça, Modbus, c'est la chose la plus répandue, la plus simple à intégrer. Bien souvent, vous ne le savez pas et vous en avez. Donc, bûchez les notices des équipements que vous avez déjà et ne vous orientez pas sur une solution qui ne vous propose pas une compatibilité vers Modbus. Parce que sinon, vous allez devoir tout mettre en double pour piloter l'équipement ou jeter un équipement qui fonctionne. Et justement, par rapport à jeter un équipement qui fonctionne, j'avais parlé du RF433. C'est bien souvent des équipements existants ou pas trop chers. Des équipements qu'un menuisier va venir vous poser et qui sera simplement votre motorisation de portail qui bien souvent est en 433, la motorisation de la porte de garage, des vieux volets, un Storban. Je vous incite à faire la chasse et à pas vous faire installer en neuf des produits en 433. Malgré tout, vous êtes amené à en trouver, vous êtes peut-être amené à en poser par vous-même. Et surtout, la capacité à l'intégrer dans une installation de gestion technique du bâtiment va vous éviter de changer des équipements qui marchent. Autre solution sans fil que j'ai citée, c'est la technologie LoRaWAN. Grosse autonomie de pile, portée 15 km, par contre peu de débit. On peut même aller dans toute la France et au-delà parce qu'il y a des réseaux publics LoRaWAN avec lesquels il faut juste un abonnement. Et LoRaWAN, si vous avez des sites qui sont très distants ou pas de connexion d'internet à l'autre bout d'un site, que vous exploitez un bâtiment métallique dans lequel on ne peut pas se permettre de tirer des kilomètres de câbles ou que vous avez besoin d'aller en profondeur en sous-sol, les produits LoRaWAN se posent là et sont parfaitement intégrables avec d'autres technologies, remontent sur des superviseurs. Il y a un grand choix, regardez la marque Malsight par exemple, vous ne serez pas déçus. J'ai également évoqué le SMI, le Standard Motor Interface, qui n'est pas assez connu en France, qui présente les mêmes avantages que le DALI. Vous partez du tableau avec une passerelle KNX SMI, vous avez un câble avec 5 fils et vous branchez 16 volets dessus, alors que si vous aviez dû câbler ça normalement, il vous aurait fallu soit 16 câbles, soit une gaine avec 34 fils. Il y a également le côté solution technique de réduction de place dans le tableau. C'est-à-dire que la passerelle DALI qui est capable de piloter juste 64 appareils, parce qu'il y a des passerelles 2 voies qui vont jusqu'à 128, la passerelle va faire 4 modules à peu près 7 cm, elle vous économise par rapport à un KNX qui va piloter directement depuis le tableau, 80 cm d'équipement au tableau. Vous mettez ça avec du SMI, vous mettez un petit peu d'énocéan sur des actionneurs et vous mettez un bus KNX pour les données. Vous êtes des champions. Je reviens pas sur BACnet, si vous connaissez le nom, vous savez vous en servir et vous vous foutez de ce que je peux vous apprendre. J'ai évoqué les automates programmables industriels qui ne sont pas forcément des solutions de réduction de câblage à moins d'en disposer à plusieurs endroits, mais vont vous permettre, du moment que vous avez la compétence pour les configurer, d'avoir de la donnée connectable. D'être capable de remonter des données via un protocole Modbus par exemple, via une messagerie MQTT, et d'agir sur vos équipements. Une mention de l'IPX 800 et de l'Ox1 pour ne citer que ces deux-là, qui proposent un environnement hybride entre de l'automate programmable industriel et les protocoles de terrain. Et n'oubliez pas que tout ce petit monde-là doit être capable de converger sur une ligne IP. Quand je vous propose de dispatcher des automates industriels un peu partout dans un bâtiment, c'est pas pour câbler une ligne Modbus RTU entre chaque. Non, vous devez amener une ligne Ethernet, 2 câbles. 2 câbles, la résilience. Il vous en faut un de réserve. Voilà, ça a été beaucoup trop long, je vais la publier en une fois. Je vais essayer aussi de faire des extraits si j'arrive à en trouver. C'est sûrement incomplet, j'ai sûrement parlé de beaucoup de choses qui n'avaient rien à faire là. Et on va revenir. Je vous dis à bientôt et rejoignez la résistance.